Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision. La télévision toujours plus proche de vous. Alors, dans le cours de la vie, rien n'est acquis. Il suffit d'une fraction de seconde et tout peut basculer. Il faut alors faire le choix de rester fort ou de sombrer. Nos invités de ce soir ont perdu la vue du jour au lendemain. Plus d'une décennie déjà, hein, plusieurs décennies pour d'autres, que certains vivent sans voir. Ils vivent leur vie malgré tout, parce qu'ils ont fait le choix de rester debout. Ce soir, ils partageront leur expérience avec nous et nous débattrons autour du thème « Comment chasser les ténèbres malgré le noir ?» Comment chasser les ténèbres malgré le noir. Et avec nous pour en parler, il y a vous sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel, vous défilez sur la page et vous pouvez poster votre commentaire en rapport avec la publication de ce soir. Et puis, il y a sur ce plateau, pour en parler avec nous, j'ai débuté avec vous, Jules, qui nous avait d'ailleurs, je ne sais pas comment vous avez fait, vous êtes rentré dans la messagerie de l'émission et vous nous avez laissé un message. Jules, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, Jules. C'est Aline. Je sens que vous cherchez mon prénom. Bah, c'est Aline. Bonsoir, Aline. Et merci de m'avoir convié, n'est-ce pas, à cette émission Intime Conviction. Oui. Merci. Je suis chez vous. Oui, et c'est parce que vous avez déjà fait la démarche de nous contacter. Vous aviez de belles choses à nous raconter, enfin des choses pertinentes à nous dire ce soir. Oui, j'ai pris contact avec vous, comme vous avez dit, en déposant un message, oui. N'est-ce pas, le numéro au groupe Facebook de l'émission. Oui. Je ne croyais pas. Oui. Comme j'ai eu l'appel l'autre jour, vous vous êtes dit, c'est quand même vrai. Oui, c'est vrai. J'ai répondu à l'appel et je suis là. Merci encore une fois de plus de m'avoir convié à cette émission. Alors, juste à côté de vous, Jules, à droite, c'est Rolande qui est là. Bonsoir, Rolande. Bonsoir, Aline. Merci d'être là ce soir. Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Vous allez partager votre expérience avec nous aussi ce soir. Je rappelle que vous aussi, vous êtes non-voyante. Oui, effectivement, je suis également non-voyante. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Et puis, on va continuer dans la même lancée, en disant bonsoir ce soir aussi à Robert. Robert, bonsoir. Bonsoir Aline. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec des médecins, des psychologues et puis des camarades. Oui. Et je crois que les téléspectateurs de cette émission seront aussi contents de notre passage. Nous vous disons merci d'avoir accepté d'être là ce soir. Un de nos invités permanents en tout cas, qui est avec nous, Dr Yoyo Ngongan Zons. Bonsoir. Bonsoir Aline, bonsoir au panel. Toujours accompagné de votre sourire. Vous souriez tout le temps. Ça vous arrive de vous fâcher des fois? Oui, comme tout humain. Je suis humain. Qu'est-ce qui vous fâche des fois? Les toutes petites choses en fait. Oui. Mais parce qu'en fait, si je me fâche, j'aurai les nerfs tendus et puis je risque de causer des dégâts. Oui. Donc c'est mieux que je reste toujours joyeux. Des dégâts physiques de taper sur quelqu'un ou bien... Je crois, Aline, que je ne veux pas me faire dire des choses à mon Dieu vision. Les gens vont me piéger. Je ne fais rien du tout. D'accord. D'accord, docteur. Merci d'être là ce soir. On va aborder le volet médical avec vous dans ce programme. Un autre invité que vous allez découvrir ce soir, qui est lui aussi plein de vie. Avec lui, les rencontres changent une vie. Bonsoir Camille Happy. Bonsoir Aline, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation
félicitations. Votre caméra est juste en face de vous. C'est moi qui vous dis merci. Merci Ali. Les rencontres changent une vie avec Laura Sob aussi. Oui, les rencontres changent une vie. Oui. Qu'on n'oublie jamais. Oui. La rencontre qu'on fait chaque jour, nous tire vers le haut ou nous tire vers le bas. Ça change notre vie. Les rencontres changent. Oui. Un coucou à Laura Sob qui nous regarde bonsoir, du côté Laura, de la toi. France. Du côté de Paris. Oui. Bonsoir Laura. Elle a le cœur sur la main. Une grande dame. Oui. Merci d'être là. Vous êtes là en votre qualité de coach en développement personnel, justement. C'est important que vous soyez là sur ce plateau ce soir. Juste derrière la transition, on va écouter le témoignage de Jules. Jules, on débute avec vous ce soir. Vous êtes retrouvés comme ça du jour au lendemain. Après, on vous a dit c'était sûrement une agression. Vous alliez à moto, sur votre moto, et puis vous avez été assommé. Oui, effectivement, je me rendais à moto, puisque je faisais la moto. Vous étiez benz-skinner. Oui, effectivement. J'étais benz-skinner, j'allais à moto. Bon, ce dimanche-là, c'est vrai, dimanche, je ne travaillais pas. Mais j'étais dehors quand même. J'étais avec des amis. Après, à mon retour, je rentrais donc. C'est là où j'ai été surpris. Peut-être je n'ai pas vécu la scène parce que je me suis retrouvé à l'hôpital. Et ceux qui m'ont conduit à l'hôpital ont dit en réalité qu'ils m'ont retrouvé là couché, toute seule. Bon, on m'a fouillé. C'est en me fouillant qu'on a essayé de trouver le dossier de la moto, n'est-ce pas? Et c'est par rapport au dossier de la moto qu'on a su qu'en réalité, je faisais la moto. Donc, alors, oui. Qu'on m'a conduit à l'hôpital de la cité de Palmier, n'est-ce pas? Qu'on m'a reçu là-bas jusqu'à ce que je puisse prendre conscience. Et quand vous avez pris conscience, est-ce que vous voyez? Non, quand j'ai pris conscience, effectivement, parce que quand j'ai pris conscience, on m'a demandé, bon, on m'a appelé depuis des numéros qu'on a appelés, tout le monde dit, bon, ils ne sont pas dans la ville. Il fallait que je donne un numéro, n'est-ce pas, qui va contacter la famille. Parce qu'en réalité, depuis que j'étais là, ils ne m'ont pas donné les soins. Oui, mais ma question, c'est quand vous avez repris conscience, est-ce que vous aviez encore la vue, vous avez la possibilité de voir? Je ne voyais pas justement parce qu'ils m'ont dit que je ne peux pas voir. D'accord. Parce qu'ils ne savent pas ce qui c'est. Non, on vous a dit que vous ne pouvez pas voir ou bien vous ne voyez pas. Je ne voyais pas. Voilà, vous ne voyez plus. Oui, et quelle a été votre réaction? Bon, là, du coup, ce sont les infirmiers qui disent, bon, tu ne peux pas voir. Bon, pourquoi? Bon, je ne sais pas, tes yeux sont tout rouges. Bon, il faut essayer d'évacuer peut-être à la Quintini, n'est-ce pas, avant d'essayer de voir ce qu'il faut faire, parce qu'eux n'avaient pas le plateau, n'est-ce pas, habilité à ce cas. D'accord. Donc, c'est pour cela que j'ai été donc évacué à la Quintini. Arrivé donc à la Quintini, c'est là où on a un peu approfondi les soins avec les scanners et tout. Et puis, on a trouvé que, bon, en réalité, c'est le nerf optique qui avait eu des problèmes suite à un traumatisme. D'accord. Donc, c'est un peu... C'est ajouté à cela la tumeur que vous aviez déjà au menton? Ah oui, c'est ajouté, voilà, peut-être la perte de vue avec cette tumeur que je traîne depuis plus de 20 ans, ajoutée encore aujourd'hui, bon, ce n'est pas vraiment évident, mais bon. On continue la vie, comme mon slogan dit, on peut perdre quelque chose, on peut perdre la vue, mais on ne perd pas la vie. La vie, elle est continue. Vous étiez en couple à ce moment de l'accident? Non, je n'étais pas en couple. Vous n'étiez pas en couple? Oui, je n'étais pas en couple. D'accord. Vous avez quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en ai 36. Donc, vous aviez 30 ans au moment de l'accident? Non, 30 ans? 29 ans. 29 ans au moment de l'accident. Au moment de l'accident. Vous aviez déjà un enfant? Non, pas encore. D'accord. Ok. On va écouter l'autre témoignage aussi, celui de Rolande. Ah, Rolande, ça va aller.
Oui, ça va aller. Oui. Alors, à quel moment est-ce que vous avez... Parce que vous, c'est toute autre chose. Vous avez perdu progressivement la vue. Oui, effectivement. J'ai perdu progressivement la vie. La vue, autant pour moi, c'était... Pendant mon adolescence, j'étais encore toute jeune, toute petite. J'ai remarqué que ma vue baissait. J'étais encore aux études. Et là, je ne parvenais plus à lire le noir sur le blanc. Je voyais doublement les écritures. C'est à ce moment que ça a attiré mon attention et j'ai fait part de la situation à la famille. Oui, donc je me suis rendu compte à ce moment, quand j'avais entre 11 et 12 ans. Oui, la vue avait déjà commencé à baisser en fait. Et puis, vous l'avez perdu à quel moment? Je l'ai perdu complètement, je pense, quand j'étais déjà à la trentaine. C'est à ce moment que j'ai complètement perdu la vue. Mais vous avez réalisé à quel moment que vous avez perdu? Est-ce que vous êtes levé un matin et puis... Non, puisque la vue baissait progressivement. Donc je ne me suis pas levée un matin. C'est au fur et à mesure que la vue partait. Mais la fois où vous n'avez plus été capable de distinguer une silhouette, par exemple, est-ce que vous vous en souvenez? Non, là, vraiment, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens vraiment pas. Parce que ma vue est partie, comment dire, doucement. Donc, progressivement. Donc, dire que je me rappelais du jour où la vie est partie complètement, je n'en ai pas vraiment souvenance. D'accord. Alors, je rappelle qu'à ce jour, vous avez 40 ans. Oui. Ça fait quand même beaucoup d'années. Oui, ça fait beaucoup d'années que je suis dans la société. Oui. Et que je vis dans cet état. Oui. Et je vis avec, je fais avec. Oui. Vous vivez seul? Non, je suis en famille. Et vous êtes en couple? Non, je ne suis pas en couple. Malheureusement, je ne suis pas en couple. Pourquoi? Peut-être parce que je n'ai pas encore rencontré l'homme de ma vie. D'accord. Donc, encore à la recherche de l'homme de votre vie. Oui, de l'âme sœur. Oui. D'accord. On va revenir dessus. Je vais donner la parole à Robert. Robert, ça fait une trentaine d'années déjà, parce que vous avez la cinquantaine. Plus d'une trentaine d'années, ça fait 42 ans. 42 ans, Robert. Oui. Et comment vous l'avez perdu la vue, vous? Bon, c'est vrai que depuis un certain temps, je n'aime plus parler parce que ça a été une triste histoire de ma vie. Et moi, je pense que depuis de nombreuses années, j'ai tourné la page, cette page-là. Mais comme c'est pour le plaisir des téléspectateurs de l'émission Intime Confidence. Intime Conviction? Conviction, je veux dire. Oui, Robert. Okay. Je voudrais quand même relater un peu. En fait, un vendredi soir, c'était exactement le 28 novembre 1980. Je rentrais du foot avec des camarades. Et mon père, lui, il avait des chèvres d'époque qu'on amenait généralement attachés pour brouter de l'herbe. Donc, il se faisait... Déjà, c'était presque 17h30. C'était déjà 17h, 18h30, il y avait déjà la pénombre. Et j'ai trouvé que ces bêtes n'étaient pas encore ramenées à la maison. Et comme j'étais avec mon camarade, je voulais profiter, les ramener à la maison. La corde s'était donc enroulée sur un tas de roseaux et je n'arrivais pas à défaire. J'étais donc avec un camarade de classe qui avait une machette. Je lui ai demandé de me prêter sa machette pour essayer de couper ce tas de roseaux et puis extraire la corde. Donc, il a refusé, on a discuté un tout petit peu, mais il m'a dit, si tu veux que je t'aide, tiens le bout de la corde et puis je vais couper. C'est ce que j'ai essayé de faire. Il était gaucher et lorsqu'il a levé la machette pour couper, le bout de la machette m'a pris l'œil gauche. Tout est parti de là. Et à l'espace de quelques minutes, je ne pouvais plus voir avec l'œil gauche. Donc les larmes coulaient. Et puis à la maison, lorsque je suis arrivé. Et quelle a été la réaction de cet ami? Bon, en fait, on ne croyait pas qu'il y avait quelque chose de si grave. Non, je veux dire, lui, quand il a cogné, et puis
Il ne savait pas ce qu'il a fait. Bon, disons qu'il ne l'a pas fait exprès, il m'a dit tout seulement patient, et puis on se disait que c'est quelque chose qui allait passer. Oui. Donc on n'avait pas imaginé la gravité de la situation. C'est à la maison, j'ai trouvé un de mes amis qui était à la maison, qui a regardé, qui s'est rendu compte qu'il y avait une écorchure à l'intérieur de l'œil. Donc au niveau de l'iris, c'était touché et il y avait comme une tache de sang à l'intérieur. Donc mes parents même sont venus regarder, mais ils n'ont pas compris que ça allait être grave. Ils se sont dit que ça allait passer. Comme mon papa avait une petite boîte à la pharmacie, il a pris un colis, on a mis dans mes yeux, il y avait même une pommade qu'on mettait généralement dans les yeux. On a mis le lendemain, en fait, on s'est rendu compte que l'œil était suffisamment enflé. C'est en ce moment qu'on a compris que, en fait, c'était sérieux. Donc, mon père, lui, sortait très tôt pour aller au champ. Il était déjà parti. Et les femmes sont parfois curieuses et autres. C'est ma mère qui a insisté que je me lève du lit, qu'elle regarde. Et quand elle s'est rendue compte que l'œil était trop enflé, que ça ne s'ouvrait pas, elle a donc décidé de m'amener à l'hôpital. Donc, je suis allé à l'hôpital de Mélan. Il n'y a pas de spécialiste. Ils m'ont consulté. Je ne sais pas, j'ai expliqué ce que j'avais eu, mais j'ai eu comme impression qu'ils ont cru que c'était peut-être de la conjonctivite. Donc, ils ont essayé quand même de nettoyer, de prescrire les colis, et nous sommes rentrés. Mais comme ça n'allait pas, ça c'était un vendredi, le samedi, je suis allé à l'hôpital. On a prescrit des colis, et lundi, mon père a vu que ça n'allait pas, ça ne tenait pas, et c'est en ce moment qu'on m'a amené à l'hôpital protestant de Ndungue où il fallait rencontrer un spécialiste. Oui, alors entre le moment où vous avez eu l'accident et justement le moment où vous avez perdu totalement la vue, il s'est écoulé combien de temps? Bon, en ce qui concerne l'œil gauche, vraiment après l'accident, je ne pouvais plus voir avec l'œil gauche. Mais quelques temps après, je crois après 6 ou 7 mois, l'œil droit commençait aussi à couler des larmes et progressivement la vision diminuait jusqu'à ce que je perde complètement l'usage de l'œil droit également. Je crois que c'était après 1 an de mon accident. Vous êtes levé un matin et puis c'était le noir. Non, comme je l'ai dit, et Roland l'a dit également, ça, en fait, progressivement, vous perdez la vue, vous ne vous rendez même pas compte. C'est que vous constatez tout simplement que des choses que vous voyez, vous ne pouvez plus les voir, ou alors vous les voyez déjà floues, et à un moment donné, vous vous rendez compte que maintenant, vous voyez juste des images, des silhouettes qui défilent devant vous, et que plus tard, vous ne pouvez même plus distinguer les silhouettes. Donc, vous vous rendez compte que bon, là, c'est terminé. Voilà. Alors, moi, je vais poser la question déjà d'abord au médecin en premier jet pour savoir quelles sont les hypothèses pour chacun de ces cas. Je veux dire, vous avez écouté en partie Jules. Déjà d'abord, qu'est-ce que le médecin a dit à ce sujet? Bien, ce qui se dégage déjà, c'est qu'on doit constater que ce sont des cécités dues à des traumatismes. Okay, il y a déjà 2 traumatismes. Il y a une chez qui il y avait un malaise, mais qui progressivement ne se faisait pas ressentir. Tout simplement pourquoi? C'est elle qui ressentait la mauvaise vue, ou bien alors la mauvaise vision, ou alors le trouble oculaire. Et généralement, on a cette tendance à penser que quand les enfants parlent, je vois flou, on n'est pas très attentif, très attentionné. C'est pas un seul parent, c'est un fort chez tous les parents. Alors quand ça commence progressivement chez elle, elle a certainement dû se plaindre. Elle a certainement dû en parler. Mais sauf que, voilà, quand ça concerne l'école, on peut lui dire peut-être tu ne veux peut-être pas étudier, tu ne veux pas lire, tu ne veux pas faire ci, et progressivement. Par contre, ce qui se passe au niveau d'un traumatisme oculaire, c'est que s'il y a un hématome qui se forme au niveau oculaire, par exemple chez lui, il a dit il a reçu un coup et les yeux saignaient. En fait, quand c'était la rougeur, c'est un saignement. On ne peut pas avoir les yeux rouges si ce n'est pas du sang. Parce que là, quand on regarde au niveau des pupilles ou de l'iris, c'est censé être blanc et noir. Mais si tout est gorgé de rouge, ça signifie qu'il y a
des vaisseaux qui ont rompu. Alors quand les vaisseaux à ce moment-là ont rompu, forcément il y a une hémorragie interne, mais beaucoup plus au niveau oculaire. Au niveau oculaire, il y a une pression au niveau du nerf optique. Et en fonction de la pression qui n'a rien à voir avec sa tumeur, parce que la tumeur a l'air d'être ailleurs, parce que quand je regarde la tuméfaction du visage, on sent tout de suite que la tumeur est plus vers le bas. Pourtant, le coup qu'il a reçu est en haut. Donc vous voyez que s'il a eu hémorragie, forcément... Il avait la tumeur avant qui avait été opérée 2 fois. Qui avait été opérée, mais à ce moment-là, il voyait toujours. Je crois qu'il voyait. Oui, il voyait, bien sûr. Voilà, bien vous voyez que c'est le fait qu'il y ait eu cet hématome saignant qui a créé ce qu'on appelle une compression au niveau du nerf optique. Et le caillot s'est formé. Le caillot signifie qu'il y a ce qu'on appelle coagulation. Et s'il y a coagulation, il y aura destruction ou lésion au niveau du nerf optique. Et si le nerf optique est lésé, forcément, il y aura une atteinte. Et il en est de même pour le troisième cas. Dans le troisième cas, quand il reçoit un coup de ce côté-là, il y a atteinte de l'autre œil, pas parce qu'il a reçu un coup, mais parce qu'il y a forte accommodation qui, progressivement, un œil travaille à la place de 2. Parce que si on s'était rendu compte et qu'on avait fait une résection, comment on appelle ça, on avait supprimé un côté pour que l'autre s'adapte tout en sachant qu'il y a un côté de l'œil qui ne fonctionne plus. Il y en a qui sont bornes. Vous savez ce qu'on appelle bornes, non? Les bornes sont ceux qui voient d'un seul, mais parce qu'il y a une section carrément. Donc on empêche à l'œil droit de communiquer avec l'œil gauche. Donc au moment de la rupture de connexion, l'œil qui est encore en santé peut fonctionner en ayant l'information que l'autre ne fonctionne pas. Et ça peut aller ensemble. C'est pour ça qu'on parle de bornes. Mais si vous ne l'êtes pas et que vous laissez l'accommodation, vous laissez le système être toujours ensemble, il y aura ce qu'on appelle rupture d'information. Comme ça s'est passé avec Robert. D'accord. Oui, parce que c'est pas parce qu'il a eu les 2 yeux qui ont été touchés. Ce que le docteur explique, c'est exactement ce qu'on m'a expliqué quand je suis devenu adulte. Mais marabout, docteur Yo-Yo. Non, c'est justement parce que... Non, je suis médecin. Oui, parce que en fait, ce qu'on m'a dit, c'est que le médecin qui me suivait devait totalement isoler l'œil droit, l'œil gauche qui était malade pour sauvegarder la vie de l'œil gauche. Exactement. Ouais. Il va continuer avec cette explication. Voilà, donc généralement c'est ce qu'on appelle les bornes. Donc quand on supprime carrément la présence de l'autre pour qu'il n'y ait pas le flux d'informations qui continue à être erroné. Parce que plus c'est erroné, plus l'information est erronée, il y a les neurones. Les neurones sont les transmetteurs d'énergie. Donc quand c'est erroné, ça crée toujours un problème, ça met en difficulté. C'est pour ça qu'il y a les lamoiements qui commencent. Et le lamoiement était le déclencheur d'un processus de problème. Mais bon, compte tenu de la situation qu'il vivait, on s'est plus concentré sur l'œil malade et on a laissé l'œil... Encore une fois de plus, c'est un enfant. C'est un enfant, voilà. Donc ça a créé ce désagrément. D'accord. Donc progressivement, il peut perdre la vue, mais on est plus concentré sur l'œil qui est malade. Et c'est pour cette raison qu'on dit, généralement chez les enfants, quand un enfant vous dit qu'il a du mal à voir, faites tout pour l'amener d'abord qu'on consulte. Parce que s'il y a un problème, l'ophtalmo saura. Parce qu'ils ont des appareils qui permettent de mesurer la capacité oculaire, la capacité de visibilité de chaque œil. Et là, voilà. D'accord. Et pour Roland, rapidement, on va donner la parole à Camille Api. Disons que pour Roland, c'est une cécité qui est due à... Elle est probablement née avec une déficience, mais qui, au fur et à mesure que le temps passait, on n'a pas accordé plus d'importance à ce qu'elle disait. Elle a certainement dû se plaindre, mais on s'est dit que comme c'est un enfant, les enfants dérangent. C'est plus tard, au fur et à mesure qu'elle grandissait, qu'elle prenait de plus en plus conscience, qu'elle s'est rendue compte qu'effectivement, il y a véritablement un problème, j'ai du mal à voir, ou alors peut-être les parents se sont rendus compte des mauvais gestes qu'elle posait pour se rendre compte qu'effectivement, elle peut être en train de mal voir. Et c'est à partir de là que peut-être quand on lève les yeux pour dire hey, qu'est-ce qui se passe exactement, on réalise à la fin qu'il est trop tard. Oui. Bon, on va revenir sur ces autres possibilités, sur ces signes qui devraient, pourquoi pas, alerter les uns et les autres. Alors moi, je me retourne vers vous, Camille Api, voilà, le coach en développement personnel. C'est pas l'homme de Dieu que je convoque ici ce soir. Quelle est la première chose à faire quand on a l'impression que ça ne va pas? Je veux dire, lorsqu'on a subi un coup. La première chose à faire, c'est comme le médecin l'a dit, il faut que, quand on est comme sur ce plateau, on se rend compte que c'est des gens à la jeunesse qui perdaient
la vue. Ah non, je veux dire de façon générale, je veux dire, ils ont subi des troubles. Oui, je veux dire de façon générale dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consulter. Il faut consulter, c'est la première des choses. Il faut consulter, il faut un diagnostic médical avant d'accepter la situation dans laquelle on se trouve. Ma question, elle n'a rien à voir avec sur le volet médical, parce que lui, il a déjà dit, je veux dire que lorsqu'on subit un coup de la vie, lorsqu'on se rend compte du jour au lendemain que c'est noir, on ne peut plus voir. Il y en a qui n'ont pas pu supporter et qui ont finalement fait des bêtises parce que... Dans la plupart des cas, il faut développer une foi, une ferme croyance d'un miracle, d'une vie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà apprendre à vivre avec ça, avec le fait qu'on ne voit pas. Et j'ai aimé ce que Jules a dit tout à l'heure, il a dit on peut perdre la vue, mais pas la vie. Ok, donc il faut se motiver à fond et accepter la situation pour pouvoir vivre avec. Donc c'est un peu... Mais la motivation, est-ce qu'elle se passe tous les jours? Je veux dire que c'est un processus, parce que quelqu'un qui n'est pas habitué à se dire tous les jours il faut faire avec, la vie a des hauts et des bas. Mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué à suivre un coach en développement personnel ou bien à subir des coups de la vie, comment on fait quand vous êtes là, le choc il arrive, bam, et puis... C'est progressivement. On ne l'accepte pas d'un coup. C'est progressivement. Tous sur le plateau, ils ont compris que bon, là, on ne voit pas, qu'est-ce qu'il faut faire quand elle se dit non, aujourd'hui, je ne vois pas, mais il me faut l'homme de ma vie. C'est progressivement, sans la vue, il y aura l'homme de sa vie. Sans la vue, elle va continuer à vivre. Donc, c'est progressivement, qu'est-ce qu'il faut se motiver soi-même. Il faut se motiver soi-même à chaque fois. Alors, le temps que ma carte de tour s'estompe un peu, on va prendre. Vous avez été acteur d'un fait pas banal. Vous vivez une vie pas comme les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous voulez faire entendre votre voix. Vous avez eu une séquence de vie édifiante. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez témoigner sous anonymat ou à découvert. Contactez-nous par Facebook en tapant Intime Conviction ou par téléphone au 683 86 48 34 698 41 61 09. Oui, une carte d'auto, ça peut arriver. Docteur Yoyo, vous dites que j'ai dû avaler de travers, c'est vrai. Alors justement, on parlait de se motiver soi-même. Vous dites que il faudrait apprendre, même quand on n'a pas un problème, à s'auto-motiver. À développer quelque chose, à développer... parce que quand la vue est partie, certains sens se sont plus développés pour permettre à la personne de prendre la vie du bon côté. Donc du coup, il faut l'accepter et se mettre à développer ce sens-là. Alors vous dites par contre aussi que vous voulez prendre cas par cas. Non, pas cas par cas. En fait, dans le cas de Jules, j'étais très content de savoir qu'il peut dire la vue est perdue. Mais votre caméra elle est en face. La vie n'est pas perdue. Ok. Il y a Roland qui dit elle a large. Elle est en train d'attendre l'âme sœur. Tout ça, c'est motivant. Ça donne envie de vivre. Ça donne envie de ne pas croire que la vue a permis d'arrêter de vivre. C'est très important. Donc, parce que là, sans la vue, ils ont développé des aspects, des sens encore plus pour pouvoir affronter la situation. Et justement, il y a Jules, vous êtes artiste, musicien. Oui. C'est quel style de musique? Oh bon, je fais dans beaucoup de styles. Mais le premier que j'ai fait, j'ai le vivre ensemble, c'est juste un rythme dansant.
Oui. de chez nous, du centre, quoi. Bikouti? Oui. Donc, c'est possible d'avoir, parce que vous êtes très doux, très posé. Est-ce qu'on peut avoir un acapella? L'acapella, bon, je peux avoir un acapella. L'acapella, c'est nous vivons ensemble, nous sommes tous des Camerounais, tous soumis de vivre ensemble. Voilà l'acapella. Ah, là, c'est la partie plutôt douce, en fait. Oui, la partie douce. Et puis, il y a l'autre partie dansante. Une partie dansante. Oui. Quand vous allez réaliser le clip, vous aurez réalisé le clip, on pourra diffuser ici, pourquoi pas? Oui, peut-être. Peut-être quand j'aurai trouvé, peut-être, n'est-ce pas, quelqu'un qui va m'accompagner dans ce projet-là. Oui, mais est-ce que vous avez une plateforme sur les réseaux sociaux? Oui, Facebook je suis dans Facebook. J'ai mon compte Facebook, Jules Abaga. Jules Abaga. Jules Abaga. On peut taper Jules Abaga sur Facebook. Et le morceau aussi est disponible en version audio, mais il y a des images qui défilent sur mon compte YouTube, n'est-ce pas? Donc, mais il y a le lien. Si on tape Jules Abaga, il y a le lien. Oui, on tape tout simplement Jules Abaga sur Facebook. Oui, Jules Abaga. Bon, il y a deux comptes. Mais il faut aller sur le compte qui est là où j'ai les cheveux, comme en ce moment. D'accord, vous avez des cheveux comme en ce moment. J'utilise actuellement le compte. Qui vous a proposé, qui vous a suggéré cette coiffure? Bon, c'est mon style. Depuis avant que je ne perde la vue, j'aime les cheveux. D'accord. Et comment vous faites pour garder le sourire? Pour garder le sourire, j'ai dit mon mot fétiche, j'ai perdu la vue, mais je n'ai pas perdu la vie. Oui. Donc, il faut toujours que tout le monde qui me voit doit sentir la vie en moi. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien pour gagner votre vie? Au quotidien, bon, pour le moment, comme ça ne marche pas encore avec la vie artistique, je suis là, je suis à la maison, je travaille, j'écris les chansons, et puis bon, en attendant, n'est-ce pas, un accompagnement pour pouvoir, n'est-ce pas, promouvoir, n'est-ce pas, oui, cette vie artistique dont je veux embrasser. D'accord. Donc, vie de famille, vous y pensez? Vie de famille, vie de couple? Bon, vie de couple, oui. Bon, vous savez, on ne peut pas prendre quelqu'un et puis on ne peut pas vivre de roses que de fleurs. Oui. Donc, mais il faut quand même un minimum, n'est-ce pas? On ne peut pas embrasser une vie de couple et puis bon. Vous avez une amoureuse? Bon. Amoureuse, peut-être ça viendra avec le temps. Vous avez une amoureuse, Gilles? Est-ce qu'il y a une amoureuse? Non, je n'ai pas d'amoureuse. Parce que, vous savez, quand il n'y a pas du minimum. Oui, non, mais ça va arriver. Vous êtes un bel homme, hein? Oh, oui. Et puis vous passez à la télévision, sait-on jamais, au sortir d'ici. Oui. Il y a votre compte Facebook, Jules Abaga. Jules Abaga, oui. On va me voir mignon garçon tel que je suis. Bah voilà. Et puis, bon, oui. ça peut passer. Et je rappelle que vous êtes arrivé ici tout seul. Non, je marche beaucoup seul. Ah. Oui. Moi, je suis seul. Bon, vous savez, il est mort. Moi, je marche beaucoup seul. Et puis, ce que j'ai appris un peu au CEJAC, le passage un peu là-bas pour quelques jours, en réalité, il faut être autonome. D'accord. Moi, je vais poser la question aussi à elle, à Rolande. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites pour gagner votre vie, Rolande? Rolande, je suis dans l'entreprise. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Vous faites quoi dans l'entrepreneuriat? Je fais des cacahuètes, des arachides enrobés en fait, des coquettes et des fèves de cacao. Mais comment vous faites pour savoir que c'est cuit? C'est vous qui mettez au feu qui... Non, c'est pas moi qui mets au feu. Parce que je ne peux pas savoir comment ça a cuit, à quoi ça a cuit. Donc là, je me fais aider. Ah, vous pour faire frire. Oui, je me fais aider. Mais maintenant, peut-être pour pétrir la pâte, pour les coquettes, je le fais moi-même. Pour les cacahuètes également. Je le faisais moi-même. Mais à partir du moment où la production a augmenté, je ne pouvais plus le faire moi-même. J'ai engagé quelqu'un. Vous savez lire à travers le braille? Oui, j'ai reçu une formation en braille. J'ai lu et j'écris le braille. Vous avez un compte Facebook? Si, j'ai un compte Facebook. C'est quoi? Combi Rolande. Et Combi, c'est avec un C ou un K? C'est avec un K. Combi Rolande. Oui, Rolande, c'est deux L? Non, c'est un seul L. Combi Rolande. Oui, Combi Rolande. C'est mon compte Facebook. Oui. Et vous pensez faire des enfants?
Si, comme toutes les femmes, j'ai nourri le désir de devenir mère un jour. Oui, vous allez bientôt essayer parce que à 40 ans, il faut déjà s'y mettre. Bien sûr. Bien sûr, à 40 ans, il faut déjà s'y mettre. Mais vous cherchez l'amour ou bien vous attendez qu'il arrive? Oui, je cherche. Vous cherchez? Oui. Comment vous cherchez? Oui. Comment vous cherchez l'amour? Est-ce que vous êtes inscrite sur des sites? Est-ce que vous avez demandé à votre famille? Non, je n'ai pas demandé à quelqu'un. Bon, juste parce que je marche seule, je suis autonome. J'ai reçu une formation de réhabilitation. Je me suis réhabilitée. Donc, je peux marcher toute seule. Je vais dans des endroits par rapport à mon commerce, à mon activité. Je fréquente beaucoup de milieux. Ah, d'accord. Oui, je fréquente beaucoup de milieux parce que je vais dans des administrations publiques pour proposer mes produits, mes services. Ah, c'est là que y en a qui vous font la cour. Ah oui. Ah, mais vous êtes une très jolie... Elle est coquette, hein, Camille, par contre. Elle est coquette, vous avez vu, elle est très bien mise. Mais qui vous a choisi votre tenue, votre chaussure? Elle est jolie, votre chaussure. Qui vous a choisi votre habillement? Oui, là, sincèrement, j'ai fait le choix moi-même. Oui, j'ai fait le choix moi-même. Et j'ai présenté à ma maman. Elle m'a dit, oui, ça va, ça marche, c'est bien. Elle se prénomme comment? Ma maman se présente Esther et je lui fais un gros coucou comme ça. Esther, c'est Esther qui vous a aidé à choisir votre tenue ce soir? Oui, c'est Esther qui m'a aidé à choisir ma tenue ce soir. Ah, vous êtes coquette. Hein. Merci. Alors, lui, Robert, lui, c'est un vieux marié, en fait. Depuis combien de temps? Un peu plus de 15 ans quand même. Hein. Oui. Elle se prénomme comment? Elle se prénomme Brière. Brière? Ouais. Et d'ailleurs, je profite de ce plateau pour lui faire un coucou. Je t'aime, ma chérie. Je sais que tu m'écoutes. Oui. Et que tu me vois en ce moment. Et j'embrasse tous mes enfants. Oui. Là, vous en avez combien? J'en ai plusieurs. Hein. Plusieurs des garçons et une fille. Vous n'allez pas me faire le coup, Robert. Il y en a plusieurs. Robert, Brière, elle a fait combien d'enfants? Bon, laissons le plusieurs que vous avez. Brière fait combien d'enfants, Robert? Bon. Là, comme tous les hommes, hein, finalement. Non, pas tous les hommes, comme certains. Pas tous les hommes. Bon, disons que donc, pour être plus juste, je crois que nous sommes 7. Hein. 7 enfants? Oui. Ah, lui, il ne dort pas, lui, par contre. Ah, ils peuvent être contents de leur papa. Puisque vous enseignez le braille, justement, c'est ça? Je suis éducateur spécialisé, j'enseigne le braille, j'enseigne l'informatique adaptée, j'enseigne également les techniques d'orientation et de mobilité, c'est-à-dire que des techniques qui permettent à une personne aveugle de se déplacer seule lorsqu'elle n'a pas la possibilité d'avoir un guide. Au-delà de ce que j'enseigne, je peux faire dans l'agriculture, dans l'élevage, je peux faire plein de choses. Ah, vous gagnez honnêtement votre vie. Bien ça entendu. Donne beaucoup d'argent, en fait? Beaucoup d'argent, quand même? Je ne peux pas dire que ça donne beaucoup d'argent, mais ça nous permet de vivre. Oui. Voilà, donc j'essaie de faire vivre ma famille. J'essaie également d'envoyer mes enfants à l'école. Je crois que le Seigneur donne le minimum qui nous permet de vivre et de ne pas nous plaindre. Alors moi, je vais vous poser la question à vous, Camille Api. Où est-ce que on va, l'être humain va puiser la force qu'il faut pour tenir debout malgré les orages? Oui, ça, je veux vous dire avec... je pense que là où il faut tirer sa force, c'est en le Seigneur. C'est dans la Bible. Parce que dans ce que nous vivons aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Tout a été déjà vécu quelque part. Vous n'aimez pas regarder votre caméra. Il est biblique. Votre caméra est en face de vous. Il est biblique. Oui. Voilà. Donc, on va prendre le cas d'un aveugle que je connais bien dans la Bible, Bartimée. Il a été un aveugle avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'envie. Il est sorti dans ce contexte d'aveugle. Il a développé sa foi, la ferme croyance, des choses qu'on ne voit pas. Donc il a développé sa foi. Et sa foi lui a permis qu'aujourd'hui, quand on parle de Bartimée, on n'a pas parlé de Bartimée en aveugle, on a parlé de Bartimée en voyant. Donc moi je pense qu'il y a ce côté-là que Mais où est-ce qu'on va... c'est chacun qui va puiser la force en lui? Chacun va puiser. Vous pensez que tout le monde a cette force?
il a dit, je l'ai dit tout à l'heure, il a eu une vision. Chacun reçoit une vision. Oui. Et la vision qu'on a, on s'y accroche et on développe sa vision. Là, il est devenu artiste, il a développé autre chose. Il est devenu aujourd'hui artiste. Donc, il n'a pas besoin de voir pour chanter. Je pense que c'est une vision très forte. Et quand je vois que Rolande, aujourd'hui, c'est une grande femme d'affaires et qui est sur le marché du mariage, donc je pense que... Une grande femme d'affaires en devenir, parce qu'elle est encore même en train de se construire, le meilleur est à venir. Voilà, et ça viendra, parce qu'elle croit. Elle croit en ce qu'elle fait. Mais sait-on jamais, peut-être la femme d'affaires qu'elle a trouvé des clients sur le plateau, puisqu'elle vend ses cacahuètes. Vous en avez apporté? Non, je n'en ai pas. Bah, vous auriez pu, il y a docteur Yo-Yo qui est là, il y a Camille qui est là, ça vous aurait fait de bons potentiels clients. Alors, il y a une question pour docteur Yo-Yo. Elle n'a pas dit, malheureusement, elle n'a pas dit son nom, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qui nous dit, votre émission me fait couler des larmes car j'ai une fille qui voit d'un seul œil. Elle a l'âge de 8 ans et c'est depuis presque 5 ans qu'elle vit ainsi, docteur. Oui, j'espère qu'elle est à l'hôpital, qu'on lui a dit que voilà, il y a probablement une obstruction quelque part. Et si il y a obstruction totale, ça veut dire qu'elle ne réussit pas à voir avec cet œil-là, il faudrait qu'on se rassure qu'il y ait élimination, qu'il n'y ait pas contact entre les deux. Qu'elle soit au moins borgne au lieu d'être malvoyante totale. Donc, non-voyante. Non, oui. Non-voyante. Peut-être pas non-voyante, mais malvoyante. Est malvoyante à quel moment? Parce que là maintenant, elle a été malvoyante avant de devenir non-voyante. Oui, parce qu'elle dit qu'elle arrive à percevoir, je parle de Rolande, oui, le jour, et elle sait quand c'est la nuit. Oui. Elle sait quand c'est le jour et elle sait quand c'est la nuit, Rolande. Ça sont les réflexes oculaires qui sont restés. Parce que c'est comme chez le nouveau-né. Le nouveau-né sait qu'il y a, quand vous faites des mouvements, il ne voit pas votre doigt, mais il y a cette ombre-là, cette zone de lumière qui passe. Mais si vous le faites dans le noir, l'enfant ne ressentira rien du tout. Non, malgré tout, et il faut que vous sachiez que généralement, quand on perd la vue, quand il y a cécité totale, il y a ce qu'on appelle des réflexes qui s'accommodent et qui augmentent leur puissance pour compenser le vide de la cécité. Lui, par exemple, l'odorat, le toucher, la sensibilité devient plus importante. C'est pour ça qu'elle vous a, par exemple, dit, elle peut faire ses beignets, sa pâte. Mais vous n'allez pas demander, mais vous mesurez comment? Elle prend le gobelet, elle touche et elle sait que ici c'est telle quantité. Et je vous assure, le goût chez elle peut être pareil à chaque fois. Parce que le toucher est identique à chaque fois qu'elle est en train de faire sa pâte. Donc, ne nous orientons pas trop, parlons plutôt de l'enfant. Oui. Donc, il faudrait que l'enfant ait une consultation et qu'on soit sûr qu'il y a cécité ou arrêt total de vision au niveau de l'œil malade. Pour arriver à la séparation, pour que ça ne soit pas comme... avec Robert. Voilà. Donc, à ce moment-là, ça pourra plus l'aider. Parce qu'il ne faut pas juste qu'elle dise que l'enfant ne voit pas d'un côté, qu'on ait juste prescrit des verres. Mais je sais qu'aujourd'hui, avec la technologie qui est avancée, les ophtalmologues sont très avancés et ont des machines qui permettent de savoir, évidemment, si il peut avoir un problème de cécité à long terme. Alors, l'autre question, justement, c'est quels sont les potentielles maladies ou anomalies qui pourraient, justement, entraîner à la cécité. Oui, les infections banales, même certaines infections sexuellement transmissibles. Mais sauf que ça, on parle des enfants. Oui. Non, je ne parle pas des enfants, je parle de façon générale. De façon générale, il y a des IST qui, par exemple, une infection en VIH, cytomégalovirus, peut avoir une atteinte oculaire. Vous avez, par exemple, le zona. Vous savez qu'il y a le zona. Oui, bien sûr. Voilà, le zona qui peut prendre... toute une partie du visage et toucher le nerf optique. Oui, j'en connais. Oui. Voilà, donc ce sont des cécités, des maladies qui peuvent entraîner des cécités vraiment graves. Mais on lui a dû lui enlever l'œil à ce patient que je connais. Bon, c'est vrai que si au moment de l'infection, il y a le cytomégalovirus à traverser, il y a une atteinte optique, forcément il y aura une cécité totale. C'est pour ça que généralement, ce sont des personnes qui peuvent être à la longue des bornes. Parce qu'après la maladie d'un côté,
il y a destruction, il y a une hémiplégie au niveau du nerf optique, et puis voilà, ça peut entraîner ça. Maintenant, il y a des traumatismes, des enfants qui s'amusent beaucoup avec des liquides. On peut s'amuser là avec des liquides, mais de temps en temps, vous savez, on colorie beaucoup à l'école. Et vous savez que les colorants, les stylos de couleur, les feutres, les marqueurs ont une odeur forte. Vous avez remarqué. Et imaginez un peu que ces enfants touchent et se nettoient les yeux. Ce sont des gestes qui ont l'air très anodins, mais ce qui arrive le plus souvent avec nos enfants. C'est pour ça que les maîtresses, j'aime pas dire maîtresses, les institutrices, voilà. C'est les maîtresses. Non, quand on dit institutrice, ça Vous avez redore. pensé à quoi, docteur? Non, je n'ai pensé à rien. Je redors parce que ce sont des personnes dont on doit redorer le blason. Quand on dit institutrice, elle se sent beaucoup plus valorisée que de dire maîtresse, parce que maîtresse, honnêtement, a un sens péjoratif. Oui, mais c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Donc, les institutrices, les institutrices doivent être très regardantes parce que aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les ardoises avec les feutres, dont on peut facilement effacer même avec le doigt, mais sauf que ces doigts peuvent, parce que vous parlez des risques. Les risques sont des objets sales que nous touchons progressivement et dont nous altérons notre vision sans nous en rendre compte. Progressivement. Parce que le terme progressif a tout son sens. D'accord. Vous n'aurez jamais mal d'un coup. Un enfant va rentrer 2-3 jours après, il va commencer à avoir des problèmes oculaires. Vous allez voir les yeux qui vont rougir, après ça va enfler, et ainsi de suite. Si rien n'est fait rapidement, il pourrait avoir un problème oculaire beaucoup plus poussé. Vous avez cité que quelques-unes des maladies. Il y a des maladies qui, justement, peuvent avoir un impact direct sur l'œil aussi. Oui, la conjonctivite, par exemple. J'ai dit en dehors de la conjonctivite, en dehors de la cataracte, il y en a tellement. Je dis des maladies qui n'ont aucun rapport avec l'œil. Oui, même une tumeur. Une tumeur peut être un cancer. Si vous avez un cancer et que les métastases sont diffuses, les métastases sont les cellules du cancer qui se retrouveraient ailleurs, mais qui peuvent se retrouver peu importe où. Vous pouvez avoir une atteinte oculaire. Si vous avez, par exemple, une tumeur au niveau du cerveau et qu'il y a compression au niveau du nerf oculaire, forcément, le nerf optique va prendre un coup et ça va altérer progressivement votre vue. Si vous avez, je disais tantôt, il y a certaines infections sexuellement transmissibles chez les adultes, que si vous les avez, vous courez de grands risques. Des problèmes de tension, parce qu'il y a des gens qui disent que j'ai mal au nerf. Non, en fait, les problèmes, bien sûr, l'hypertension artérielle. OK? L'hypertension artérielle, c'est quand la pression devient beaucoup plus forte et touche les autres organes du corps. À ce moment-là, oui, ce n'est pas la tension en elle-même qui est directe. Parce que si vous avez une maladie, par exemple, comme chez les enfants, comment on appelle, un paludisme cérébral, forcément, vous pouvez avoir une atteinte oculaire. Parce qu'il y a pression au niveau du nerf optique, et puis voilà, ça peut créer des dommages. Les peintres là, qui utilisent des produits chimiques pour peindre, sinon pas des lunettes, et qui a les gouttelettes qui entrent et on tape avec de l'eau, ça a l'air banal, mais si vous le faites à répétition, vous allez avoir au niveau des yeux des substances qui progressivement vont brûler. Les produits de make-up. Les produits de make-up. Les eyeliners que nous mettons sur les voilà. yeux là. La colle qu'on met pour ajouter les cils, oui. Oui, quand vous enlevez, vous voyez toujours, vous allez constater que les femmes font toujours des gestes avec les yeux. Les yeux sont tout rouges, mais il y a ces make-up qui vont fondre dans les yeux. Et les lentilles, c'est dangereux ou pas? Si, c'est dangereux. Bon, les lentilles, c'est dangereux dans la mesure où il suffit d'un choc pour que ça vous perce l'œil, parce que lentille ici, c'est fait avec un métal plus dur, parce qu'il y a des lentilles plus dures, d'autres qui sont flexibles. S'il y a un choc, forcément, vous allez prendre un coup directement à l'œil, donc vous pouvez perdre votre œil. Donc, c'est pas... Bon, en dehors de ça, on peut mettre les lentilles. Non, mais il y a des lentilles qui, de nos jours, les gens qui veulent éviter les lunettes parce que le mouvement de va-et-vient, l'esthétique, on se dit, je ne veux pas mettre les lunettes, je veux avoir les yeux de couleur bleue. On peut mettre les lentilles, mais ces lentilles, généralement, de nos jours, sont souples. Donc, il n'y a pas de véritable risque direct. Mais bon, toujours est-il, l'œil est tellement fragile que même un truc en plastique, aussi léger qu'il peut être, peut toujours nous traumatiser les yeux. Donc il faut faire gaffe quand on va dans les salons de beauté pour exactement. Les yeux, oui. Pour les cils. Même quand l'huile, vous voyez, quand on fait frire quelque chose, on est à côté, les yeux sont ouverts, quand ça saute là,
Ça peut, si l'huile est bien chaude et que ça vous touche directement le fond de l'œil, c'est une catastrophe. Donc il y a des risques à tous les niveaux, il faut juste faire beaucoup plus attention. Plus attention, d'accord. Ouais. Vous allez nous dire tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir. Bon, chez Marthe qui rajoute qu'elle a des verres qu'elle aborde, mais comme le docteur Yo-Yo vient de le dire, je ne sais pas si les médecins ont coupé le lien entre les deux yeux et comment le savoir. Elle doit aller à l'hôpital, elle doit rentrer chez l'ophtalmo. Voilà. Ouais. Alors moi, je vais poser la question à Jules. Comment au quotidien vous faites pour ne pas broyer du noir? Je veux dire, pour ne pas avoir de mauvaises pensées, pour ne pas être découragé. Bon, vous savez, c'est comme le pasteur disait tout à l'heure. Il est coach, il n'est pas pasteur, c'est ce plateau. Ça devait arriver, oui. C'est comme Oui, Camille, oui. C'est comme le coach disait tout à l'heure. Ouais. C'est comme le coach disait tout à l'heure. Vous savez, il faut... Moi, je pense en réalité que chaque personne est son propre psychologue. Donc, en réalité, avant que quelqu'un ne t'apporte un soutien psychologique, il faut que toi-même tu sois d'abord capable, n'est-ce pas, de pouvoir surmonter ces cas. Oui. Mais à côté de l'entourage, il n'y a pas beaucoup d'accompagnement de la part de votre entourage. Bon, je remercie aussi beaucoup ma mère aujourd'hui, celle avec qui je vis, elle s'appelle comment? Adèle. Oui. Elle a été beaucoup un soutien, beaucoup. Parce qu'en 2016, quand je l'appelle vraiment, j'étais dans la dépression. Oui. J'ai beaucoup sombré en 2016 où beaucoup de pensées négatives, n'est-ce pas, m'ont traversé la tête. Et puis bon, quand c'est passé, ce moment de crise est passé, parce qu'avec la famille et tout le monde qui était autour, n'est-ce pas, et que je remercie aujourd'hui, n'est-ce pas, à travers votre émission, n'est-ce pas, qui est le soutien qu'ils nous ont fait. Ils continuent même encore à le faire, n'est-ce pas? C'est ça qui me donne moi-même aussi la joie. Et aussi parler aussi de, comme le pasteur, le code disait, la Bible, la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est aussi ça. Ah, vous écoutez la parole de Dieu? En fait, je n'écoute pas, je la vis. Non, je veux dire, puisque vous, c'était à 30 ans, vous avez déjà quand même les prémices. Bon, il est bien vrai, peut-être hier, je l'écoutais comme vous dites, mais aujourd'hui, je la vis. D'accord. D'écouter et la vivre, c'est deux choses différentes. D'accord. Alors, Rolande, comment vous faites pour être rayonnante? Vous avez réussi votre make-up, Larissa. Oui, merci beaucoup, Larissa. Oui, déjà, moi, au quotidien, comment je fais pour garder la tête haute? Déjà, mon entourage m'encourage beaucoup à espérer, parce qu'on dit souvent que l'espoir, c'est quand on perd, quand il y a la vie, il y a toujours espoir. Donc mon entourage me galvanise beaucoup, m'encourage beaucoup à ne pas sombrer, à ne pas me laisser. Lorsqu'une situation arrive, il y a toujours des possibilités. Donc, au niveau de la famille, je suis vraiment bien entourée. D'accord. Dans ma famille, je suis bien entourée. Oui. Alors, et puis, Robert qui est marié. Robert, on aura bientôt terminé l'émission. Il y a juste quelques secondes. Vous avez rencontré Brielle comment? Ça peut inspirer les autres, parce qu'ils semblent ne pas savoir comment ils vont faire pour trouver l'amour. Comment est-ce que vous avez rencontré Brielle rapidement? Pour dire rapidement, c'est que en fait, Brielle était j'ai d'abord sympathisé avec elle. On a vécu pendant longtemps dans cette sympathie. Vous l'avez connue comment? Bon, disons que je l'ai rencontrée, comme je mène plusieurs activités à la fois, elle s'est intéressée à ce que je fais. Et puis, elle me rendait visite, on échangeait. Et puis également, chaque fois, elle m'avait fait son confident. Oui. Et on pouvait s'ouvrir, on pouvait se parler de tout et de rien, on pouvait se confier l'un à l'autre. Et puis, il arrivait à un moment où, en réalité, il fallait... Vous avez fait la cour. C'était une rencontre. Donc, progressivement, on s'est dit, et pourquoi pas s'engager ensemble. Ça n'a pas été facile, peut-être pas pour elle, mais la famille, à un moment, a voulu s'opposer à notre union du fait que, bon,
moi j'étais un handicapé visuel et elle voyait. C'est-à-dire que pour la famille, on se disait, oh, aller épouser un aveugle, c'est complètement rater sa vie. Ça veut dire que vous n'avez pas trouvé quelque chose de mieux. Et moi, je suis vraiment heureux aujourd'hui que ceux qui le disaient hier sont ceux qui l'encouragent, qui disent aujourd'hui, tu as eu ta chance. Encore qu'elle vous a fait sept merveilleux bébés, hein, vous pouvez dire que vous êtes riche aujourd'hui. Voilà. Oui, bien sûr. Et puis moi, je suis heureux avec mes enfants. Vraiment, si vous voyez l'harmonie dans ma maison, vous avez envie de faire également, de créer, de fonder une famille. Mais pourquoi vous ne créez pas une agence matrimoniale pour les non-voyants? Vous avez vu, il y a Roland qui n'arrive pas à se caser, il y a Jules qu'il faut caser. C'est parce que peut-être Roland laisse des dossiers traîner sur sa table. Ah d'accord, vous la connaissez mieux que nous. Bon, disons que moi je fais également dans le coach, parce que mon rôle aussi c'est d'encadrer les non-voyants, de les accompagner sur le plan éducatif, sur le plan scolaire, sur le plan de la formation. Vous avez un compte Facebook? On a terminé. Oui, le compte Facebook c'est le compte ACFISA. Donc, ça s'écrit comment? A-C-F-I-S-A. Voilà. ACFISA. Voilà. D'accord. Donc, ACFISA qui signifie Association pour la formation et l'insertion sociale des aveugles. D'accord. Docteur, rapidement des conseils pour... Oui, simplement être prudent sur tout ce qu'on fait, parce que la vérité c'est que avoir un accident peut survenir à tout moment. Même le caméraman peut glisser et la caméra frappe sur son œil. Donc, je vous le souhaite. Non, mais façon de parler. Donc, il faut être prudent sur tout ce qu'on fait. Et si on est peintre, qu'on mette des lunettes, même nous, quand on veut consulter à des moments, on est obligé de mettre des lunettes parce qu'il y a des blessures, même le simple sang de quelqu'un peut vous infecter à partir de l'œil. Donc, ce sont des risques. Donc, il faut être prudent sur tout ce qu'on fait et vraiment faire attention et savoir que nos yeux sont, entre autres, tout pour nous. Parce que quand vous perdez ça et être fort comme eux, ils ont réussi à l'être, c'est pas le fort de tout le monde. Parce que lui, il a réussi à s'intégrer, mais pas forcément les autres. Peut-être qu'il y a encore cette réticence. Lui, il est carrément dans nous finalement. Oui, là, pour lui, même si vous lui donnez les yeux, il va refuser. Parce qu'il est dans un contexte. Moi, il me considère même plus aujourd'hui comme une personne handicapée. C'est un état d'esprit. J'ai vraiment, vraiment surmonté ça. D'accord. Alors, Camille Api, pour sortir, un conseil justement aux personnes du droit du noir. En fait, je vais d'abord partir d'ici, essayer de dire aux familles qui entourent les personnes qui sont dans cette situation-là, de toujours leur soutenir. Parce qu'en fait, quand quelqu'un se trouve dans cette situation, s'il n'a pas le soutien de l'aide qui l'entoure, il peut craquer. Parce que c'est quelque chose de nouveau qui arrive. C'est une nouvelle façon de vivre que la personne doit adopter. Donc, vraiment, beaucoup de soutien à nos frères. Et dans cette situation, il faut apprendre à l'accepter, aller puiser dans la Bible, dans la vie, pour s'encourager soi-même à tenir. Parce que la situation que vous vivez n'est pas... ce n'est pas la première situation, vous n'êtes pas les premiers à avoir vécu ça. Il y a des gens qui ont vécu ça avant vous. Comment ils se sont en sortis? Essayez de savoir. Mais moi, je pense que tout compte faire, soyons de ceux qui puissent dans la Bible. Robert, peut-être, je dirais quelque chose pour Robert, c'est qu'il a eu la chance de faire des bonnes rencontres. Une très bonne rencontre qui a changé complètement sa vie. Qui l'a aidé de partir de zéro à héros. Aujourd'hui, c'est une grande personne. Merci. Mais je vous souhaite la même chose, de prendre la vie du bon côté. Et que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous aurez à faire. Merci. D'accord. Docteur, on a terminé. Un mot, justement, pour encourager les familles. Oui. La clé en réalité, c'est la famille. Parce que si la famille n'est pas autour de vous à ce moment-là, parce qu'il a dit qu'il a eu une phase de dépression. La phase de dépression aurait pu être son décès. Après. Donc maintenant, la famille est la clé. Parce que quand vous réussissez à être entouré et à avoir un soutien moral intense, et elle est très charmante pour rester toujours seule. Et je suis sûr qu'en allant dans les bureaux, elle ne va pas comme une débraillée. Mais elle n'est pas débraillée, elle est coquette. Elle y va, mais
comme l'autre l'a dit, Robert l'a dit, elle a elle garde les dossiers. Oui, elle a des critères. Et il faut qu'elle comprenne que si elle n'est pas encore ménopausée, il lui reste juste quelques années pour se rattraper. Docteur Yoyo, il est connu pour dire la vérité directe. Il ne faut pas se mentir. Quand tu as 40 ans, la ménopause tombe déjà à ta porte. Et ce n'est pas à 45, 40 ou 50 ans que tu vas te dire que tu vas avoir un enfant. Aujourd'hui, on n'a pas des enfants parce qu'on veut absolument avoir des parents. Mais on veut les enfants parce qu'on veut au moins être une maman. Je crois que c'est ce que tu désires le plus au monde. Et elle a la possibilité de les élever. Hein, enfin, c'est elle entrepreneur. Voilà, elle le dit, elle a la possibilité de le faire. Dans mon activité, bon, j'ai la capacité de vraiment me prendre en charge. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle attend, l'amour? Il faut sortir tes dossiers qui sont... Il faut sortir, il faut remettre les dossiers sur la table. Il faut faire un choix. Et qu'on se dise que peut-être l'année prochaine, on va pouvoir célébrer une grossesse ou une naissance. Par exemple. Ça ferait beaucoup plaisir. Oui. Merci d'être passé par ici. Jules, dès que vous allez faire... Enfin, on va vous souhaiter de trouver, pourquoi pas, un producteur. On se rendant sur votre page Facebook où on va pouvoir rentrer en contact avec vous. Jules Abaga. Oui, Jules Abaga. Voilà. Et puis, il y a Roland de Combi. Roland de Combi. Roland de Combi avec un K. Oui, avec un K. Voilà. Et puis la page Facebook de l'association, Robert, c'est ACFISA, A-C-F-I-S-A. D'accord. Voilà, c'est terminé pour ce soir. On va pouvoir se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30. Bonsoir.